Face à l'insécurité sur les mers, les pays africains s'unissent. Un front commun acté hier à Lomé au Togo au cours d'un sommet extraordinaire de l'Union africaine. Les enjeux sont énormes autant pour les pays côtiers que pour les pays enclavés comme le Burkina. Le président du Faso a effectué le déplacement. Images et commentaires dans un instant avec nos envoyés spéciaux. Et puis le ministre des Affaires étrangères, lui, vient de rentrer d'un périple qui l'a conduit à Taïwan et sur le vieux continent. Au menu, la coopération pour le développement. À Bruxelles, un accord de 55 milliards de francs CFA a été signé au profit du secteur de la santé. Plus de détails dans ce journal. Et puis dans ce journal, des nouvelles de la campagne cotonnière 2016. Les producteurs sont en pleine récolte. Objectif cette année, réaliser une hausse de 20% par rapport à la campagne précédente. La campagne en cours est marquée par le retour au conventionnel. Et comme on va le voir, cela n'est pas du goût de tous les producteurs. Un invité dans ce journal, il s'agit du directeur général du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Après le rendez-vous manqué de 2014, la 14e édition est en vue. Ce sera du 28 octobre au 6 novembre. À moins de 2 semaines de l'ouverture, nous allons évoquer les préparatifs et les enjeux de cette édition. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. L'Afrique unie face à l'insécurité dans son espace maritime. La question était au centre d'un sommet extraordinaire de l'Union africaine à Lomé au Togo. Il faut dire que la sécurisation des mers revêt des enjeux économiques majeurs pour tous les pays, qu'ils soient côtiers ou enclavés. Le président du Faso et ses pairs ont adopté une charte, un instrument juridique de mutualisation des moyens. Compte rendu de nos envoyés spéciaux, Ibrahima Sombier et Wendata Nathalie Kaori. En quelques 2 heures de travaux à huis clos, les dirigeants africains ont adopté la charte sur la sûreté et la sécurité maritime en Afrique. Une preuve que tous sont unanimes qu'il est urgent de débarrasser l'espace maritime de toutes les menaces et de le sortir de l'insécurité dans laquelle il se trouve. Pays côtiers ou enclavés comme le Burkina Faso, tous subissent les conséquences de cette situation et n'ont donc pas hésité à adhérer à cette charte. Comme vous le savez, au niveau des océans et des mers, nous avons le développement non seulement de la piraterie, et deuxièmement, nous avons également l'exploitation éhontée également des richesses de la mer et des océans par évidemment des pays qui ont des moyens supérieurs aux nôtres. Et enfin, nous avons toutes les questions également qui concernent la pollution des mers. Puisque aujourd'hui, il est reconnu qu'il y a, d'ici 2050, si on continue, il y aura plus de plastique dans la mer que de poissons. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable danger et il est important que les pays africains se solidarisent pour coordonner leur action au plan international sur l'ensemble de ces questions-là. Il va de soi que par la suite, il y aura probablement d'autres discussions qui seront menées pour voir un peu qu'est-ce que nous, en tant que pays enclavés, nous pouvons tirer du bénéfice de la signature de cette charte. La signature de cette charte n'est qu'une première étape. Il faut maintenant la ratifier pour la rendre opérationnelle et applicable selon le président en exercice de l'Union africaine. D'où cet appel à ses pairs. Je vous invite à faire de l'entrée en vigueur de la charte un objectif primordial si nous voulons nous attaquer dans l'immédiat à toutes les menaces pesant sur l'espace maritime africain. Le résultat auquel nous sommes parvenus au cours de cette session extraordinaire montre notre capacité et notre engagement à nous mobiliser pour faire face aux multiples périls mettant en danger notre continent. C'est à ce prix que le continent africain pourra tirer profit de ses océans dans le domaine du commerce et de l'exploitation des potentialités maritimes. À la clôture du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement de l'Afrique, mention spéciale a été faite au pays hôte, le Togo, qui aura réussi l'organisation de ce sommet.
Et puis en marge de ce sommet extraordinaire de l'Union africaine, les chefs d'État de la CEDEAO se sont retrouvés une rencontre à huis clos pour écouter le rapport des médiateurs de l'institution dans la crise socio-politique en Guinée-Bissau. Tout se passe bien pour la médiation et on se dirige vers de nouvelles élections en 2018. Des précisions avec Ibrahima Sombier et Nathalie Kaoré. Les dirigeants de la CEDEAO se concertent en marge du sommet de l'Union africaine. Objet de cette concertation, la situation sociopolitique en Guinée-Bissau. Le président Alpha Condé de la Guinée-Conakry avait été mandaté pour assurer la médiation entre les parties en crise. À ses pairs de la CEDEAO, il a fait le point de cette médiation qu'il a menée en Guinée-Bissau. Cette médiation a été menée, un accord a été signé par toutes les parties et nous avons encouragé le président Alpha Condé à travers la mise en œuvre de cet accord-là. Et donc, mandat lui a été donné de poursuivre le travail qui va consister donc au choix d'un Premier ministre, à la mise en place d'un gouvernement, à la mise en place également d'une plateforme de stabilité pour le pays pour regarder la Constitution, la loi électorale et pouvoir préparer les élections dans ce pays. Et je pense que ces élections sont prévues pour l'année 2018. À Lomé, le président du Faso a également eu des rencontres bilatérales avec d'autres chefs d'État africains pour parler du renforcement de la coopération avec le Burkina Faso, notamment dans le domaine de la sécurité. Parmi les présidents avec lesquels Roch-Marc Christian Kaboré a eu des tête-en-tête, il y a le Tchadien Idriss Déby Itno, le Béninois Patrice Talon, l'Ivoirien Alassane Ouattara, le Congolais Denis Sassou Nguesso et le président du Togo, pays hôte de ce sommet extraordinaire de l'Union africaine. Aucun nuage dans les relations entre le Burkina Faso et la République de Chine-Taïwan. Le ministre Alpha Bari était sur l'île de Formose où il a pris part à la commémoration du 105e anniversaire de la révolution qui a marqué l'instauration de ce pays. L'occasion pour les deux pays de consolider leur partenariat et d'exposer les grands projets de coopération. Jacques Lamissa Tarpaga. Le double 10, 10e jour du 10e mois de l'année, Taïwan se souvient de son combat pour l'instauration de la République. C'était en 1911. Cette année, les convives ont découvert les merveilles de l'île à travers ses représentations artistiques. Une occasion également pour présenter la force de frappe militaire. Dans son discours à l'occasion de ce 105e anniversaire de l'insurrection taïwanaise, la présidente promet de grandes réformes pour porter son pays plus haut que la 22e place dans l'économie mondiale. Le Burkina Faso, ami de longue date, a pris part à ces festivités. Une délégation est conduite par le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari. Il y a une amitié qui lie Taïwan au Burkina Faso. Taïwan est un pays partenaire du Burkina depuis 1994 que nous avons établi les relations diplomatiques avec ce pays. Et donc il y a cette tradition de présence du Burkina à la fête nationale de la Chine-Taïwan. Et donc nous avons juste sacrifié à cette tradition, mais c'était l'occasion aussi de passer en revue notre coopération. Le ministre Alpha Bari et sa délégation sont reçus par la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen. D'entrée, exprime sa nouvelle vision de la coopération et son attachement à la démocratie. Le bon déroulement des élections présidentielles et législatives en novembre dernier au Burkina Faso ont été hautement salués par la communauté internationale. En tant que fidèle croyante de la démocratie et de liberté, je voudrais présenter mes sincères félicitations et respect au peuple burkinabé. Une diplomatie au bas ferme sur laquelle on peut compter, la réciprocité et l'assistance mutuelle font partie des nouvelles pratiques en matière de notre politique extérieure depuis ma prise de fonction. Le Burkina Faso s'inscrit dans cette dynamique d'ouverture aux valeurs démocratiques et une relation économique plus accrue axée sur le partenariat public-privé. Nous avons convenu que c'est la vision de la nouvelle présidente, que ce ne soit pas seulement une assistance qui se fait côté taïwanais, mais qu'il y ait vraiment des réels échanges entre les deux pays.
Et nous aussi, on a insisté sur l'importance du secteur privé, c'est-à-dire plus d'investissement du secteur privé taïwanais au Burkina. Et sans cela, qu'on peut avoir des relations beaucoup plus durables. Le chef de la diplomatie burkinabé a saisi l'opportunité pour inviter les partenaires taïwanais à la table ronde des bailleurs de fonds organisée par le Burkina Faso à Paris en début décembre 2016. Le ministre des Affaires étrangères était également sur le vieux continent au siège de l'Union européenne à Bruxelles. Un accord de financement a été signé. La Commission européenne met à la disposition du Burkina 55 milliards de francs CFA pour soutenir la gratuité des soins et la mise en œuvre de l'assurance santé. Explication, Jacques Lamissa Tarpaga. Siège de la Commission de l'Union européenne à Bruxelles, en Belgique. Le Burkina Faso vient de décrocher un financement de 55 milliards de francs CFA, matérialisé ici par cette signature de convention entre le ministre de l'économie du Burkina Faso et le commissaire européen au développement Neven Mimika. Un financement qui va accroître l'offre de santé au Burkina Faso. C'est l'appui en fait au programme d'urgence du chef de l'État, du gouvernement, et au niveau de l'assurance maladie pour les enfants de moins de 5 ans. 1 million d'enfants seront touchés. Pour l'assistance aux femmes dans les césariennes, pour les césariennes, 9000 personnes seront touchées. Pour l'assistance aux enfants malnutris, 120 000 personnes seront touchées. Donc c'est quelque chose de très très important. Les deux parties ont eu des échanges sur l'ensemble des projets de développement. L'Union européenne s'engage à accompagner davantage le Burkina Faso qui s'affiche comme un exemple de bonne conduite des affaires de l'État. Il s'est agi pour nous de fixer au niveau de cette institution toutes nos préoccupations, les préoccupations en matière de développement, en matière de relance économique et aussi les préoccupations en matière de sécurité. Et nous avons eu une oreille attentive et surtout que nous avons bien expliqué que le Burkina Faso est considéré comme un modèle, mais ce modèle-là doit être soutenu, ce modèle doit pouvoir vivre et survivre. La délégation burkinabé s'est ensuite entretenue avec le secrétaire général du groupe ACP, Afrique Pacifique Caraïbes, dont le Burkina est membre. C'était d'abord une visite de courtoisie et une réaffirmation de l'appartenance du Burkina à ce groupe et l'engagement du Burkina à tout ce qui est fait au niveau de ce groupe. Et vous savez, il y a des négociations avec l'Union européenne et il est important que le groupe ACP sente le soutien des différents pays. Pour le ministre des Affaires étrangères, la relance économique en cours n'est pas chose aisée. Selon lui, tout le monde devra se mettre au travail et avec l'aide des partenaires, le Burkina Faso devrait y arriver. On revient au Burkina Faso avec tout d'abord cette brève. Nous l'avons appris aujourd'hui. Le corps du militaire porté disparu dans l'attaque de Intangom a été retrouvé non loin du lieu de l'attaque, ce qui porte désormais le bilan à 4 morts dans les rangs des militaires burkinabés. Le plan national de développement économique et social expliqué aux populations du centre-sud. À Manga, le Premier ministre a donné le détail du PNDS ainsi que ses enjeux. Il a invité l'ensemble des acteurs à s'engager pour une mise en œuvre réussie du nouveau référentiel du développement du Burkina jusqu'en 2030. Sibidi Issa Lankwande. Le programme national de développement économique et social expliqué aux forces vives de la région du centre-sud. L'exercice se tient à Manga et constitue la 8e étape de la tournée d'explication du Premier ministre Paul Kabatieba. L'enjeu est d'obtenir l'appropriation par les populations de ce nouveau référentiel de développement du Burkina. Et le Premier ministre ne passe pas par 4 chemins pour expliquer que le pays traîne de nombreux facteurs de blocage qui empêchent son développement. Un langage de vérité apprécié par ses auditeurs. Ça me va droit au cœur, mais je souhaite que ça soit réalisé. On aurait voulu qu'il y ait une démarche inverse, c'est-à-dire au moment de l'élaboration, que les populations soient impliquées afin que leurs préoccupations soient prises en compte. Le financement du plan se chiffre à quelques 15 000 milliards de francs CFA sur 5 ans et la contribution de tous les Burkinabés est nécessaire à sa mise en œuvre. Je suis convaincu que les populations du centre-sud sont prêtes à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense que nous allons continuer ce travail-là, non seulement dans nos autres régions, mais comme je l'ai dit, nous allons essayer d'aller un peu plus en profondeur. La réalisation et la réussite de cet ambitieux programme commandent une réforme des institutions et une modernisation de l'administration.
le développement du capital humain et la transformation de l'économie par la dynamisation des secteurs porteurs. Les échanges avec les participants ont permis aussi aux populations de cette région d'exposer leurs préoccupations pour un Burkina prospère. Et parmi les secteurs clés du développement, il y a bien sûr l'artisanat. Je vous le disais en titre, la 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. C'est du 28 octobre au 6 novembre prochain. Le directeur général du CIAO est notre invité. Bonsoir, M. Dramantou. Bonsoir, M. Emmanuel Ouedraogo. Alors, nous sommes à moins de 2 semaines de l'ouverture de cette 14e édition. Comment se prépare-t-on, en tout cas à 12 jours, disons, de cette échéance? Merci. À cette date du 16 octobre 2016, donc à 12 jours de ce grand événement international qu'organise le Burkina Faso à l'intention de l'ensemble des acteurs de l'artisanat, les préparatifs vont bon train. Il y a une série d'actions qui ont été entreprises depuis le début de l'année, sous le leadership du ministre en charge de l'artisanat. Nous avons approché l'ensemble des artisans qui étaient déjà inscrits en 2014, plus ceux-là qui souhaitaient s'inscrire, surtout au niveau du Burkina Faso, dans les autres pays africains, pour leur donner l'information qu'effectivement la nation burkinabé va organiser la 14e édition. Nous sommes allés aussi vers les acheteurs professionnels qui donnent plus de visibilité aux produits artisanaux hors du continent en les achetant au niveau de l'Afrique et en les exposant au niveau des 4 autres continents. Nous avons aussi approché la presse nationale et internationale au détour des conférences de presse que nous organisons, aussi bien à Ouaga qu'à Paris, pour expliquer à ces acteurs des médias que le Burkina Faso organisera le salon. Au niveau des infrastructures, il y a certaines qui sont totalement fin prêtes. Il y a d'autres, surtout liées à certaines questions pour permettre aux artisans d'être dans de bonnes conditions, notamment le rafraîchissement de certains bâtiments en peinture, la construction des stands où nous sommes autour de 80% de réalisation. Donc, pour être court, c'est que nous serons totalement prêts 5 jours avant l'événement. On vous prend au mot, Monsieur le Directeur Général. Quelles sont les principales innovations de cette édition? Beaucoup d'innovations, mais nous allons nous intéresser à 3 essentiellement, dont la première est celle relative à la disposition pour les 13 régions du Burkina Faso de stands gracieusement offerts par l'État burkinabé pour permettre aux artisans de ces régions de mettre en exergue les différentes potentialités en matière d'artisanat de notre pays, à l'intention de tous ceux qui viendront au salon. La deuxième, qui est aussi importante, est celle qui propose aux clients du salon d'autres possibilités pour acheter les billets sans être obligés de s'aligner au niveau des guichets pour l'achat des billets, parfois pour des raisons de monnaie qui prennent le temps. Donc, la solution a été trouvée avec un de nos partenaires par le système de mobile money, notamment Airtel Burkina, qui a accepté de proposer cette solution pour faciliter l'acquisition des tickets d'entrée au regard de l'évolution des TIC dans le monde. Il y a une troisième innovation qui est assez importante, c'est celle qui consiste à laisser l'artisan dans les pavillons et à venir avec l'information vers l'artisan. Nous avons prévu dans chaque pavillon d'exposition, notamment les 5 pavillons, des points d'information qui vont aider les artisans à ne plus être obligés de quitter leur stand pour arpenter les couloirs de l'administration à la recherche d'infos, mais qui seront sur leur stand et qui pourront avoir dans les pavillons directement les infos. Voilà, de façon synthétique, 3 innovations sur pratiquement 7 que nous avons voulu mettre en œuvre pour relancer le salon après une édition ratée de 2014. Alors, combien de stands il y aura en tout à cette édition? Et à ce jour, est-ce que tous les stands ont trouvé preneur? Oui, totalement affirmatif. 590 stands nous avons offert et nous avons trouvé des acquéreurs, notamment les artisans et certains partenaires qui accompagnent le CIAO. Il y en a d'autres qui en demandent et nous sommes un peu désolés de ne pas pouvoir satisfaire à cette demande du fait, de l'espace qui n'est pas extensible à souhait, 2, parce que nous sommes aussi limités par le nombre de stands possibles. Donc, 590 stands sont offerts et effectivement achetés par les artisans et nous pensons que la bête sera extrêmement belle.
Et le Ghana, pays d'invité d'honneur? Oui, le Ghana est le pays invité d'honneur parce qu'il vient régulièrement aux éditions du Salon avec des œuvres artisanales de haute facture, parce qu'aussi il a remporté plusieurs prix de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, et enfin, parce que quand même c'est un pays avec lequel nous avons de très bonnes relations diplomatiques et nous sommes aussi liés par l'histoire et la géographie. Vous voyez que nous sommes pays voisins et puis les peuples aussi et le peuple ghanéen, quand même, il y a l'histoire qui les lie. Alors, Monsieur le Directeur Général, on parle, si mes chiffres sont bons, de 3 000 participants, 300 000 visiteurs attendus, au moins 400 journalistes dans un contexte, on l'a vu, de menaces sécuritaires. Comment va-t-on assurer la sécurité de tous ces beaux mondes? Bien, elle sera très bien assurée à la satisfaction totale des participants qui viendront. Nous aurons 3 000 exposants qui vont occuper 590 stands. Nous aurons 250 acheteurs professionnels qui viendront des 5 continents. Nous aurons 300 000 visiteurs grand public avec 25 pays participants et 500 journalistes que nous souhaitons avoir, même si à la date d'aujourd'hui, nous avons enregistré 410. Donc, comment nous allons travailler à assurer cette sécurité? Ce n'est pas le CIAO ni le ministère en charge de l'artisanat seul. Il y a tout le peuple burkinabé qui s'est engagé dans cette question de sécurisation du territoire, à commencer par les plus hautes autorités, qui font l'effort pour assurer à la population, aux amis du Burkina, une sécurité assez intéressante. Ça, c'est au niveau macro. Mais au niveau micro, en ce qui concerne les CIAO, le ministre en charge de l'artisanat nous a instruit de faire en sorte que chaque porte d'entrée du salon soit pourvue d'une portique de sécurité qui puisse permettre de détecter les métaux dangereux que porteraient les clients du CIAO. Aussi, il y aura des magnétomètres qui faciliteront ce contrôle-là et un système généralisé de vidéosécurité qui va permettre qu'au niveau de chaque pavillon, à l'entrée tout comme à la sortie, il y aura une caméra. Et puis, dans toute la cour, il y aura la possibilité de visualiser tout ce qui se passe dans la cour par les spécialistes des questions sécuritaires, notamment nos forces de défense et de sécurité. Ensuite, il y a que cette année, il n'y aura pas une porte d'entrée qui va servir en même temps d'entrée et de sortie. Seulement, nous aurons une grande porte d'entrée où nous pouvons la compartimenter en 6 blocs et puis des portes de sortie. Donc, il ne serait plus question que pendant que certains clients du CIAO rentrent, d'autres souhaitent ressortir. Nous allons éviter cela pour fluidifier le trafic à l'intérieur du site. Il faut aussi ajouter que les forces de défense et de sécurité se sont engagées fortement à accompagner cette activité nationale que le Burkina Faso a accepté d'organiser pour toute l'Afrique pour faire la promotion et le développement de l'artisanat. Alors pour finir, Monsieur le Directeur Général, cette édition, il faut donc repartir d'un bon pied après le rendez-vous manqué, on l'a dit, de 2014. À ce jour, est-ce qu'on peut savoir quel est le budget de l'édition et est-ce qu'il est bouclé? Oui, il s'agit là d'une édition de renouveau. Parce que pour la première fois, le Burkina Faso n'a pas pu organiser l'édition en 2014 pour une raison assez importante, la question de santé publique due à la menace de la maladie à virus Ebola dans l'Afrique de l'Ouest, bien que notre pays ait eu la chance d'être épargné. Et cette année, nous avons un budget estimatif de 600 millions de francs CFA. Et l'État burkinabé a fait un effort extrêmement élevé pour octroyer 442 millions. Et ça, c'est extraordinaire, malgré le contexte financier pas facile au regard des priorités. Et nous avons aussi le soutien ferme de certains partenaires traditionnels du salon qui ont accepté d'apporter 62 millions. Il reste un gap, c'est évident. Nous travaillons à le combler et nous pensons fortement que nous allons le combler avec l'appui de certains partenaires qui n'ont pas encore réagi. Et je pense qu'au-delà de l'aspect financier, il y a qu'une équipe bien mobilisée, constituée de l'ensemble des cadres de nos administrations et d'autres personnes ressources qui se sont engagées à faire de cette édition véritablement une édition de succès pour repositionner les salons au niveau des salons internationaux. Merci, Monsieur le Directeur Général, d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie pour avoir donné l'opportunité à l'artisanat africain, n'est-ce pas, de s'exprimer pour inviter
l'ensemble des artisans et le public burkinabé à venir participer à ce salon qui, je le répète, se tient du 28 octobre au 6 novembre 2016 sous le thème artisanat africain, entrepreneuriat féminin et protection sociale. Je vous remercie. Merci. On aura d'autres occasions de revenir sur ce salon. Voilà, mesdames et messieurs, l'invité de ce journal était donc M. Draman Tou, directeur général du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Suite de ce journal avec la page politique, la naissance aujourd'hui d'un nouveau front politique, la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale CODER. Elle regroupe 8 partis politiques, tous de l'opposition, parmi lesquels le CDP, l'ADF-RDA, la NAFA ou encore le FASO autrement. La coalition est dirigée par Ablassé Ouedraogo, Oscar Soulama et Bouma Ernest Nebié. Par cette signature de protocole d'accord, 8 partis politiques créent la Coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale, CODER. La coalition se veut être un cadre de réflexion collective des Burkinabés patriotes. Et c'est Ablassé Ouedraogo de Le Faso autrement qui a été porté à la tête de la CODER. Le pays va mal, tout le monde en est conscient. C'est pour cela que nous insistons sur la nécessité de renforcer la démocratie et nous insistons sur la nécessité d'aller vers une véritable réconciliation nationale pour donner à notre chère patrie les moyens de sa relance économique pour le bonheur de ce peuple. Nous voulons que le Burkina Faso soit un havre de paix. Tous affiliés au chef de file de l'opposition CEFOP, les membres de la coalition rassurent ne pas être en conflit avec cet organe censé regrouper tous les partis d'opposition. Dans ce cadre-là que vous avez vu qu'il y a eu la création de la CFDC, la coalition pour des forces du vrai changement, et c'est dans ce cadre également que la CODER a été créée. Donc nous restons et nous sommes membres du CEFOP, mais nous nous organisons selon les affinités des uns et des autres pour pouvoir mieux travailler. Et de toutes les façons, si nous sommes plusieurs à aller aux assauts, je pense que cela donne plus de force et de vigueur à l'opposition. La signature de protocole d'accord marque le lancement officiel des activités de la CODER. Le plan d'action et les idéaux de la coalition seront expliqués davantage les jours à venir, selon les premiers responsables. Et puis le ministre de la Communication en visite à la RTB de Dori, Rémi Fulgence Dandjinou, est allé encourager le personnel et s'enquérir des conditions de travail des agents. Il a également visité les médias privés de la ville. Bouré Makane, Seyrouzon. De la salle de montage à la salle technique, en passant par le studio et la régie, le ministre Rémi Fulgence Dandjinou a touché du doigt les réalités de la maison. À bâton rompu, il a échangé avec le personnel sur leurs préoccupations majeures. Je pense qu'il faut d'abord féliciter le journaliste technicien de RTB2, Dori, pour 2 raisons. La première, c'est quand même que nous sommes dans un traitement de l'information qui est très important avec cette question sécuritaire. Et ces journalistes qui ne se ménagent pas pour apporter l'information aux Burkinabés, quelle que soit la zone dans laquelle ils se trouvent. Deuxièmement, le féliciter parce que j'ai vu des conditions de travail aussi qui sont relativement difficiles. Les studios ne sont pas insonorisés, pas d'acoustique, le matériel de travail est limité. Mais je pense que, comme nous l'avons dit, il faut prendre ces éléments en compte et le directeur l'a affirmé que ce serait pris dans le cadre donc, de 2017. Les revendications du syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture cinématique se sont invitées aux échanges. Et le ministre de rassurer les agents de la RTB de Dori. Nous avons apporté notre réflexion, mais surtout nous avons réaffirmé notre ambition de réussir à ce que les conditions de travail et de vie des journalistes soient améliorées. Donc je pense que nous restons ouverts à la discussion. Le premier responsable du département de la communication est allé aussi échanger avec le personnel de la direction régionale de la communication du Sahel sur le fonctionnement de la maison. La radio municipale de Dori, la radio islamique Ahmadiyya, la radio Grand Nord et le journal Audrey Sahel ont également reçu la visite du ministre de la Communication. On prend à présent des nouvelles de la campagne cotonnière 2016. Sur le terrain, l'heure est à la récolte et c'est le cas notamment dans l'ouest du Burkina. L'objectif cette année, c'est de réaliser une hausse de 20% par rapport à la campagne écoulée, une campagne marquée par le retour au conventionnel. Le BT avait ses avantages en termes de diminution de la charge de travail, notamment en matière de traitement, et le retour au 100% conventionnel n'est pas du goût de tous les producteurs. Roger Kam, Sam Lalé et Ernest Kambiré.
Le retour à la production 100% du coton conventionnel est diversement apprécié sur le terrain par les différents acteurs. D'une région cotonnière à une autre, d'un site de production à un autre, les producteurs sont partagés et ce ne sont pas les arguments qui manquent. Vous aimez, il y a trop de difficultés. Il n'y a pas poids. Chez nous, il n'y a pas poids. Ce n'est pas lourd. Ça ne donne pas comme ça là aussi. Zoubiese Doé et Ninle Kaboué, cotonculteurs dans le Tuy, sont pour la culture du coton bété. Sur 27 hectares et 60 hectares, ils ont respectivement produit du coton conventionnel cette année, contre 32 hectares et 100 hectares en BT, le coton génétiquement modifié la campagne écoulée. Pour ces deux producteurs, le retour au conventionnel est un recul pour la filière. Le coton conventionnel, vraiment, ça ne plaît pas. Ça risque de nous amener en arrière. Au niveau des choses, du traitement, on peut dire que le traitement, c'est faible en tout cas. Ici, moi, il fait 2 tonnes à l'hectare. 2 tonnes BT, 2 tonnes à l'hectare. Et cette année, je vois, ça va autour d'une tonne, 1,2 tonnes. Des avis que ne partagent pas Pouawere Poda et Adaman Sabadogo, producteurs à Dikologo et à Kbere dans la zone cotonnière La Sauvites. Sur respectivement 6 hectares et 10 hectares, ils ont fait du conventionnel. Et malgré quelques difficultés dues à l'apparition des chenilles et à la pénibilité observée dans les traitements insecticides recommandés pour ce type de coton, ils espèrent de bons rendements. Le passage du coton BT au conventionnel ou retour à la production du coton 100% conventionnel est une mesure prise par l'AICB, l'Association interprofession du coton du Burkina et l'État burkinabé pour sauver la filière qui est aujourd'hui à la croisée des chemins. L'objectif de l'introduction du coton transgénique, c'était d'abord de contrôler la protection phytosanitaire. C'est-à-dire essayer de simplifier les traitements pour que le producteur puisse y gagner son compte. Effectivement, grâce à cette technique, grâce à ce produit, au lieu de 6 ou 7 traitements que nous faisions dans le temps, on ne faisait que 2 traitements. Reculer pour mieux sauter, il fallait renverser la vapeur face à la situation où disparaître pour un coton essentiellement destiné à l'exportation. Et pour rester présent sur le marché international avec un coton made in Burkina de qualité et bien prisé, les sociétés cotonnières ont opéré un choix dit stratégique. Les OGM, c'est une bonne technologie, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, en matière de protection phytosanitaire. Nous avons dit à notre partenaire, écoutez, nous allons reculer. Pendant un temps, nous allons marquer un arrêt dans la culture du coton transgénique. Nous allons revenir au coton conventionnel et on vous laisse le temps pour que vous puissiez régler ce problème technique-là au niveau de la qualité de la fibre. Pour ce retour au coton 100% conventionnel, plus de 730 000 hectares de superficie ont été emblavés contre un peu moins de 630 000 hectares l'année dernière. Et selon les prévisions provisoires, le Burkina Faso pourrait battre un record avec une production en hausse de plus de 20% au terme de la présente campagne. L'électricité en milieu rural, un facteur de développement, c'est ce qu'on dit toujours, mais cela est-il vérifié? Pour le savoir, l'une de nos équipes est allée dans les villages de Benaverou et de Onliassan. Les deux localités ont bénéficié en 2009 de l'interconnexion Burkina-Ghana. 7 ans après, quels sont les changements? L'électricité au village, c'est un reportage de Nongba Kouda et Draman Dadian. La lumière qui jaillit, c'est ainsi à chaque tombée de la nuit à Benaverou et à Onliassan, 2 villages qui bénéficient de l'interconnexion électrique entre les villes de Goulou au Ghana et Léo au Burkina. Depuis 7 ans maintenant qu'il y a le courant électrique, le village présente un nouveau visage aux yeux de ce conseiller municipal. Depuis 2009, quand le courant est rentré, le village, en tout cas, est en joie. Chaque fois, ça bouscule. On suit désormais la télé, la RTB surtout. Il y a aussi de l'eau fraîche à boire. Les choses ont vraiment changé ici, surtout dans le bon sens, et ce, grâce à l'électricité. L'électricité, source de développement. Plus besoin de faire de longues distances pour se procurer certains produits de grande consommation. Le petit commerce prend également son envol, de quoi améliorer le quotidien de la population. Avec ce réfrigérateur, j'arrive à conserver la boisson et même des produits alimentaires.
Ici, la boisson ghanéenne est plus prisée et c'est grâce à ça que j'arrive à payer mes factures d'électricité. La plupart de ces hommes et femmes abonnés de la Sonabel ont déjà séjourné au Ghana. Comparaison n'est pas raison, mais pour eux, l'électricité coûte cher au Burkina. C'est avec fierté que nous avons accueilli l'électricité. Mais avec le temps, je n'arrive plus à honorer mes factures. C'est vraiment cher. Régulièrement, on m'envoie des factures très élevées, entre 125 000 et 150 000 francs CFA, alors que le moulin ne me rapporte pas grand-chose. C'est l'unique moulin du village, mais si ça continue comme ça, je serai obligé d'arrêter. Ici, une dizaine de ménages exploitent parfois le même compteur, généralement de 3 ampères. Des fils électriques sur des bois à défaut de pylônes ou de poteaux. Que de risques. J'ai parfois la chair de poule en côtoyant ces fils électriques. On sait que c'est dangereux, mais on n'a pas le choix. Mais si à Benavirou et à Onliassan, la population ne cache pas sa joie d'avoir accès à l'électricité, le phénomène des installations anarchiques devient de plus en plus inquiétant. Surtout quand on sait que les sapeurs-pompiers les plus proches sont à 170 km de là. Voilà pour ce constat. La musique burkinabé sur scène au Festival des musiques du monde et des arts d'Afrique de Tanger au Maroc. Ameti Meria et Awa Sissao étaient en prestation vendredi dernier. Une belle soirée d'ambiance et le moins que l'on puisse dire, c'est que les ambassadrices de la musique burkinabé ont assuré. Reportage de nos envoyés spéciaux Kwale Nebié et Aruna Mari. Sissao et Ameti Meria sur la scène du festival Womafa de Tanger. Elles sont les deux vedettes burkinabées de la chanson conviées à ce rendez-vous dédié aux arts et à la culture. Occasion pour les festivaliers de déguster les sonorités du pays maigre. Excellent, c'est des femmes vraiment extraordinaires. Je ne savais pas que le Burkina Faso était doté de des voix aussi angéliques et vraiment ils ont un grand talent et bravo au Burkina Faso, il y a beaucoup de grands artistes et de stars qui viennent de là. J'ai trouvé exceptionnel. La première femme, elle a une voix incroyable, mais la deuxième aussi, elle est très généreuse. Je pense qu'il y a dans ce truc, peut-être, mais surtout dans ces deux femmes-là, un pouvoir dans la voix qu'ils ont, que ça frappe. D'autres artistes musiciens comme le groupe British Dependency des Antilles ont également presté pour de la soirée. Autre formation musicale, 7 autres groupes venus d'Afrique et d'Amérique prennent part à cette première édition du Festival des musiques du monde et des arts africains. On reste dans le rythme de la musique toujours avec cette soirée d'hommage à Thomas Sankara au siège du FESPACO. Plusieurs artistes se sont succédés sur scène pour chanter les éloges du père de la révolution burkinabé, une façon de marquer le 29e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, Césaire Carrefour et Mounira Kéré. Ouaga Hip Hop hier, Ouaga Festival aujourd'hui. L'événement a mobilisé les acteurs du monde artistique et culturel dans l'enceinte du FESPACO à Ouagadougou. Cette année, les organisateurs de cette manifestation ont choisi de rendre hommage à Thomas Sankara, le père de la révolution d'août 83. Le Ouaga Hip Hop qui est devenu Ouaga Festival, c'est aussi l'occasion pour nous de montrer au public et aussi à tous ceux qui ont connu Ouaga Hip Hop que le festival est devenu maintenant Ouaga Festival et nous célébrons donc la 16e édition de ce festival pendant le 15 octobre en la mémoire de Thomas Sankara. En choisissant la date du 15 octobre, le festival a voulu ainsi participer à la commémoration du 29e anniversaire de l'assassinat de l'homme qui a beaucoup marqué l'histoire du pays des hommes intègres.
Même si on ne le dit pas, nous, c'est une manière de faire un clin d'œil chaque année à Thomas Sankara. Et depuis 16 ans, nous avons toujours fait le festival Wagi Pop pendant les dates qui tournent autour du 15 octobre. Un concours artistique a accompagné la manifestation. Au résultat, c'est l'artiste Gatsby qui a été désigné vainqueur. Il doit bénéficier d'un appui pour la réalisation d'un maxi de 5 titres, accompagné d'une campagne de promotion à travers les médias partenaires. Voilà, et très rapidement pour finir, les nouvelles sportives avec Mahamadi Wena. Bonsoir Wena. Bonsoir Jean-Emmanuel. Alors, 23e Super Coupe AJSB, le RCK confirme sa suprématie. Oui, le RCK qui est le meilleur club burkinabé en cette année 2016 avec ce 3e trophée conquis cet après-midi. Alors que nous allons voir les images devant l'AS Sonabel, le RCK qui a marqué un seul but qui a suffi au Rail Club du Kadoro, un but marqué à la 13e minute. Nous allons voir le but incessamment par Alex Assamoah. C'est une nouvelle recrue du Rail Club du Kadoro, alors que nous voyons bien l'action du but. Et il faut dire que l'AS Sonabel et le RCK s'étaient déjà rencontrés à la finale de la Coupe du Faso. Le RCK l'avait remporté 2-0 et cet après-midi c'est 1-0 après le doublé championnat Coupe du Faso. C'est le 3e trophée pour le Rail Club du Kadoro. Nous voyons le but de Alex Assamoah et l'AS Sonabel et le RCK représentant le Burkina en compétition de clubs, le RCK pour la Ligue des Champions et l'AS Sonabel pour la Coupe de la Confédération. Et très rapidement, quelques brèves pour finir. Oui, à l'Inter, il y a aux Pays-Bas Bertrand Traoré qui marque son 2e but. Il a marqué le 2e but de l'Ajax qui a permis à l'Ajax de gagner 2-0 devant Ado Den Haag. Et en Turquie, Razak marque son 6e but de la saison et Karabouch qui gagne à Adanaspor 2-1. Et du handball, le Burkina qui va abriter le 38e championnat d'Afrique des clubs champions, ça commence vendredi prochain. On a 11 clubs chez les hommes et 9 clubs chez les dames. Et au Burkina, c'est l'AS Douane en hommes et l'AS Onea chez les dames qui vont représenter le Burkina Faso. Merci Mahamadi Wena. Plus de précisions certainement demain à 21h. Évidemment, avec beaucoup d'images. Voilà, rendez-vous est pris. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Tout de suite à 21h, votre nouvelle émission SOS Environnement. Soyez au rendez-vous. Bonne suite de programme et surtout bonne reprise de travail demain.